Aujourd'hui, on va parler de la feuille de route écologique numérique de l'État. Voilà, il faut savoir que l'État, on ne pourra pas dire qu'on a été surpris, il a publié sa feuille de route pour l'écologie numérique, un document quand même de 300 pages qui détaille tous les dispositifs, toutes les mesures qui vont être prises dans ce domaine, et c'est clair que ça devrait être beaucoup plus connu parce que ça va vous changer la vie, et de manière massive dans les 5 prochaines années. Alors si vous pensez que la transition écologique, c'est d'acheter une voiture électrique et puis de faire attention de baisser le chauffage d'1 degré, vous vous êtes complètement trompé. C'est une transformation de la société, c'est une transformation de vos habitudes, et ça va complètement revoir toute la manière dont vous avez vécu depuis, on va dire, votre naissance, mais surtout depuis, on va dire, les 30 glorieuses pour bon, des gens qui sont toujours vivants. La rupture, elle est là. Pour les 5 prochaines années, vous allez devoir changer tout. Alors la feuille de route, elle va vous expliquer comment vous déplacer, comment vous nourrir, comment consommer, comment produire, et comment préserver les écosystèmes et la biodiversité. Ces mesures-là sont toutes décrites, tous les dispositifs sont déjà envisagés, déjà prévus, il ne reste plus que les textes à mettre en œuvre. Toutes les agences de l'État, les ministères sont déjà briefés, et ce document en fait donc le détail, et c'est très détaillé, c'est très précis, et ça vous explique complètement comment ça va se passer pour nous et pour vous dans les prochains mois, puisque ça commence, là on est en janvier, ça commence dès ce mois-ci. Moi, je traite plutôt des sujets numériques, donc le numérique, il va être au service de plusieurs causes dans ce domaine-là, donc au service de l'objectif de mesure et de suivi, c'est-à-dire que toutes les données vont être traitées, toutes les agences et tous les ministères vont collecter des données publiques, privées, pour avoir des indicateurs, et grâce à ces indicateurs, prendre des mesures et imposer la baisse de l'impact carbone de l'ensemble de nos activités humaines quotidiennes. Alors, si on parle de document, ce qui peut être un peu gênant, c'est que ce document, il vient pas de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, ça aura un avantage, c'est de dire au moins, bon, j'ai pu donner mon avis, j'ai voté. Non, il y a 300 fonctionnaires spécialistes qui se sont réunis et qui ont travaillé pour produire ce document. Alors bien sûr, il y aura des textes derrière, mais déjà, comme tout est écrit, les textes, ils vont s'adapter à ce qui a été écrit. Et là, on va dire, le déni de démocratie, il est quand même un petit peu prononcé et un petit peu avancé. Maintenant, voilà, c'est à nous quand même de éventuellement contester, mais pour le moment, ça a été défini de cette manière-là. Alors, je relève quand même des choses sur le document. Il y a des choses qui sont posées, des axiomes, c'est-à-dire vous pouvez plus discuter de ça, on l'a décidé. Donc notamment des phrases un petit peu péremptoires. Donc dès l'entrée, dès l'introduction par le ministre et le secrétaire qui s'occupe de ça. Donc je vous lis la phrase pour pas trahir le propos. Donc à lui seul, le numérique ne sauvera pas le vivant, il contribue même à aggraver le dérèglement climatique par certains aspects. Donc c'est posé que le progrès technique, tout ce qui est apporté par le numérique, ça contribue pas, c'est négatif. Donc maintenant, ça veut dire que ça va être combattu comme toute autre activité humaine. Et là, déjà, moi, ça me pose problème. Donc, à partir du moment où on pose que le numérique, ça aggrave le problème, il faut donc le réglementer et réglementer les usages que nous, on en fait. Et ce genre de déclaration, ça pose clairement d'entrée la question de la liberté, c'est-à-dire que l'ensemble du document, c'est une réduction des libertés. Alors on peut dire oui, mais on a toujours la liberté de s'exprimer. Ouais, mais si on n'a plus la liberté de se déplacer, de manger ce qu'on veut, d'acheter ce qu'on veut, de jeter ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, eh ben en fait, c'est les composantes de la liberté en fait. Et donc à partir de là, on peut dire oui, mais il faut être responsable. Ouais, mais la liberté, c'est aussi d'être irresponsable si on le souhaite. Et ça, c'est important de garder ces notions-là dans ce concept qui est le mot liberté. Alors malgré tout, dans le document, il y a des choses vraies qui sont annoncées, c'est-à-dire que c'est juste un rappel, mais c'est important que le document le rappelle bien. C'est la fin de l'énergie fossile abondante arrive. Donc oui, c'est vrai, en fait, il faut bien se dire, il faudra s'adapter, d'accord? Mais après, il faut voir dans quelle manière et selon quel mode de travail on le fait. Et alors, il faudra fabriquer plus d'électricité avec des ressources différentes, puisque l'électricité, on en a vraiment tout le temps besoin. Et il faut aller chercher de l'innovation, par exemple, comme la fusion nucléaire. Et c'est pas le vent qui va remplacer le pétrole.
À partir du moment quand même on s'est bien dit ce genre de choses, c'est quand même pas mal. Mais cependant, en attendant, parce que ça va prendre du temps, parce que la fusion, c'est pas pour tout de suite, c'est encore en cours de test, et encore même pas de conception. Donc il va falloir trouver des alternatives au pétrole pour un ensemble de choses, et quasiment tout ce que l'on fait qui tourne autour du transport, de la production, de la logistique, c'est du pétrole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de plateforme, donc il dit on va tout construire autour de plateforme. Ça, je suis plutôt pour, parce que dans le numérique, c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir, donc une démarche de plateforme, et surtout, il va prévoir d'anticiper un certain nombre de crises. Alors, une dizaine de crises, donc inondations, avalanches, glissements de terrain, érosion, événements météorologiques, feux de forêt, sécheresse, canicule, dégradation de la qualité de l'air, risques sanitaires épidémiques, et crise dite prospective, mais il parle pas d'une cyberattaque ou d'une cyberguerre, ce qui va plutôt être le forme de guerre que l'on connaît déjà et qui vont se multiplier, justement, parce qu'à partir du moment où on centralise les données, qu'on crée des plateformes et qu'on fait fonctionner l'ensemble d'une économie autour de plateformes, le point faible, ça devient la plateforme, et ça devient donc le numérique, et ce n'est plus les murailles de Chine qui vont nous protéger au sens mur de briques. Alors ces plateformes, etc., elles vont être mises en place par l'ADINUP, donc c'est la direction informatique de l'État, qui dépend du ministère du Premier ministre, et qui va piloter l'ensemble de ces plateformes. Il y a un certain nombre d'agences de l'État qui sont décrites. Je vous renvoie plutôt que de vous les lire toutes une par une, vers l'article qui est associé à cette vidéo, où vous aurez toute la liste, et puis éventuellement vers le document, mais comme il y a 300 pages, moi, l'article, je vous ai fait un résumé des principales mesures. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les agences qui vont trouver là-dessus. Alors, sur les principales sujets, donc mieux se déplacer, mieux se loger, comme je l'ai dit, mieux préserver les ressources, mieux préserver la biodiversité, mieux produire et mieux se nourrir. On va faire et mieux consommer, pardon. On va faire rapidement ensemble le panorama de qu'est-ce que sont ces mesures dans l'ensemble de ces chapitres. Bon, alors faut se mettre aussi d'accord sur les termes. Quand je dis mieux se déplacer, c'est-à-dire ça veut dire moins se déplacer, et se déplacer sans utiliser de pétrole. C'est pas mieux plus vite dans des plus belles voitures. Non, en fait, la voiture, oubliée déjà, ça va être un élément. Prenez des photos, parce que vous montrerez comment c'était dans les années 2000 à vos enfants qui eux n'en verront pas de la même manière. Donc il faut mettre en place des plateformes de mobilité, les transports en commun, pour pouvoir se déplacer ensemble, pouvoir partager, et surtout savoir ce que font les gens et pouvoir optimiser un certain nombre de déplacements, notamment sur la notion du dernier kilomètre, parce que si on vous dit prenez le train ne va jamais là où vous allez, il va dans une gare, et donc de la gare à là où vous allez, comment vous faites ensuite pour vous y conduire? Donc c'est la capacité de créer un abonnement unique de transport pour toute la France, de permettre aux gens de pouvoir se déplacer par les transports en commun sans avoir à comprendre le fonctionnement d'un réseau ville par ville, avec un titre unique qui pourrait fonctionner partout sur toute la France. Ça, c'est plutôt quand même une assez bonne idée. Alors mieux se loger, c'est la même manière, comment faire en sorte que l'urbanisme consomme moins. Donc aujourd'hui, quand même, pour donner les chiffres, c'est 43% de la consommation énergétique annuelle, c'est pour les bâtiments, et c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas neutre, donc c'est le deuxième plus gros potentiel. Donc ils vont réglementer l'ensemble des nomenclatures de travaux qui peuvent être faites dans des immeubles, pour pouvoir bien suivre quels sont les immeubles qui ont été à travaux. Le gouvernement va devoir réduire la consommation énergétique de 1,9% par an, donc il va devoir faire des travaux aussi, donc là c'est nous qui allons payer, donc ça va coûter de l'argent. Rénover 3% des surfaces de bâtiments chauffés, et tenir à jour des inventaires de plus de 250 mètres carrés qui sont loués. Donc, vous voyez que quasiment tous les bâtiments vont être passés au peigne fin, et on va avoir un état vraiment intégral du parc et des coûts de travaux qui vont être nécessaires pour aller arriver à l'objectif que j'ai donné. Sur le thème de mieux préserver les ressources, on parle surtout de l'eau, des sols, de l'atmosphère. Donc, c'est un gros bloc. Il y a beaucoup d'intervenants, et les données, pour le moment, elles sont pas très homogènes. Donc, il y aura un gros travail là-dessus. Et c'est l'agriculture qui capte le plus ces ressources, et qui va devoir aussi maintenant rendre des comptes de manière importante avec des mesures et justifier les besoins par rapport à la production. On reviendra à l'agriculture tout à l'heure quand on parlera justement de, par exemple, toujours pareil sur la biodiversité, on va devoir travailler pourquoi il y a des animaux qui disparaissent, etc. Maintenant, on démontre pas que la quantité de biodiversité a un impact ou pas
sur un certain nombre de choses. On dit voilà, il faut que ça reste à un certain niveau qui est pas défini. Donc moi je suis toujours un petit peu perplexe avec ce genre de choses, c'est-à-dire dire il y avait plus d'espèces il y a 1 million d'années, il y a moins d'espèces aujourd'hui. Est-ce que il y a un rapport avec la situation au quotidien que l'on pourrait vivre? Moi, bon, je suis pour tout, mais à un moment, il faut que ça soit quand même un peu étayé. Là, ok, il y aura des mesures pour protéger, mais c'est quoi l'état qu'on veut atteindre, hein? C'est-à-dire qu'on peut pas recréer des espèces qui ont disparu. Les espèces disparaissent aussi par d'autres effets que l'homme, même si c'est beaucoup l'homme. Mais est-ce que le fait que ça disparaisse, ça est plus ou moins bon, à part le fait de dire je veux conserver un état, mais on veut conserver l'état quoi qu'on avait à l'an 1200, l'an 2000 ou il y a 1 million d'années. C'est pas hyper évident que ce soit vraiment pertinent. Alors, mieux produire, principalement, ça se tourne autour de la logistique, parce qu'aujourd'hui, la production, c'est de la logistique, hein. Les usines sont pas au même endroit, les produits sont assemblés de manière séquentielle entre différents donneurs d'ordre, et donc mieux produire, c'est gérer la sous-traitance, s'assurer que les transports sont pas inutiles. Là, il va y avoir beaucoup de travail, et là, en effet, il y a de l'optimisation à faire. D'autant que en France, la plupart des choses finalement qui sont produites viennent de l'extérieur. Ah, on arrive à mieux se nourrir, alors on est content, on va mieux manger. Donc on veut que la nourriture elle soit souveraine, bio, etc. Alors je vous dis tout de suite, si on dit ça, hein, faites un stock de café si vous voulez en boire dans quelques années, ou de thé, ou de jus d'orange, parce que ça pousse pas hein, chez nous. Donc attention quand même. La conséquence au quotidien d'avoir une agriculture souveraine, c'est qu'on va manger beaucoup moins d'hiver et on va manger beaucoup plus de choses qui poussent en local. Et la plupart des choses qu'on apprécie plus ne poussent pas en local aujourd'hui, sauf à monter des serres, à consommer de l'énergie pour le faire. Donc ça est contre-productif par rapport à l'objectif. Ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à revenir à une alimentation qui est plus proche de celle du début du 19e siècle que celle qu'on a aujourd'hui. Et c'est très très différent. Alors mieux consommer aussi, c'est consommer utile. Donc savoir que aujourd'hui, quand on achète des électroménagers, on sait ce que ça a coûté. Il y a la classification. Ça va être fait pour le textile, pour l'ameublement, pour les cosmétiques, pour tout un tas d'articles. Maintenant, on aura l'impact écologique de l'article. C'est consommer circulaire, c'est pouvoir réparer et c'est avoir cet affichage disponible sur tout ce qu'on article, sur tous les articles. Et pour le secteur public, il y aura des obligations d'achat public, d'acheter des produits recyclés, d'acheter des produits en circulaire et d'acheter des produits d'occasion à un niveau qui va être défini mais qui est quand même assez important, qui sera défini par décret en fonction des indicateurs. Là, ça va aussi changer. Il faut s'habituer à acheter des matériels d'occasion. Maintenant, c'est toujours pareil. Pour acheter un matériel d'occasion, il a été vendu neuf à un moment. Donc, de toute façon, il y a quand même nécessité de le produire. Et là, on revient sur la logistique et sur la protection d'un certain nombre de choses autour de ça. Alors, en conclusion, là, sur cet article, moi je dis au moins le gouvernement, et il se moque pas de nous, les choses elles sont posées. Aux prochaines élections, vous aurez la certitude que si vous votez pour un tel, quelle est sa position sur ça. La feuille de route, elle est écrite, les choses elles sont pas masquées. L'impact sur notre vie quotidienne, en lisant, vous le comprenez. Et donc, si vous êtes d'accord, je dirais tant mieux. Mais si vous n'êtes pas d'accord, il faudra s'exprimer parce que de toute façon, c'est enclenché et la direction, elle est prise. On nous demandera pas plus notre avis que ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vraiment un changement de société très très fort qui est engagé brutalement, qui est engagé sur le fait que c'est considéré comme évident et c'est considéré comme acquis, qu'il va falloir s'adapter à ce mode de vie. Et c'est là où je considère que c'est pas vraiment débattu, parce que c'est pas une société qui correspond à la société qui a été créée en 1789, qui est celle dans laquelle on vit, qui était basée sous le fait que c'est la propriété individuelle, l'individu qui était privilégié. Aujourd'hui, ça va être le collectif, ça va être la prise en charge d'un certain nombre de fonctions par l'État. On est à l'inverse de ce qui a été fait depuis plus de 200 ans et on le fait sans vraiment nous dire que c'est une rupture. Et quand on va la subir, ça va faire, je pense, beaucoup de dégâts. Et c'est important d'en avoir conscience parce que au moins, on pourra quand même dire qu'on l'avait su et qu'on le subit parce que éventuellement on dit bon il faut le faire, mais éventuellement aussi il faut pas le faire. Et donc à partir de là, quelle est votre position? Moi ça m'intéresse de savoir si vous voulez mettre des commentaires parce que c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact. Il n'y a pas d'élection avant les prochaines élections présidentielles, cette année c'est l'élection européenne, donc c'est moins impactant pour ça, alors que
beaucoup de textes sont des directives qui ont été décidées au niveau de l'Europe. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc il faut s'engager aussi sur les élections européennes, sur ces sujets, et pas sur des sujets qui sont pas du périmètre des compétences européennes. C'est souvent ce qui est fait dans ces élections. C'est vraiment important que vous l'ayez en tête pour si vous regardez cette vidéo. Soyez informés et soyez avisés quand vous aurez à vous exprimer. C'est au moins la moindre des choses sur lesquelles j'ai fait toute cette lecture des 300 pages et cet article que vous pouvez trouver aussi associé à la vidéo et aussi la vidéo pour que les gens soient vraiment informés.